Nous sommes le 4 janvier 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. L'intérêt primordial du gouvernement burundais est celui de montrer au niveau du regard international que le problème du Burundi vient du Rwanda au lieu de résoudre ses problèmes internes. Vous suivrez dans ce journal David Gakundi. C'était après le rapport des Onusiens sur le Congo. Quant à la société civile, elle insiste pour que la communauté régionale trouve dans l'immédiat les solutions de la crise burundo-burundaise avant qu'elle ne soit régionale. Hors de nos frontières, la conférence épiscopale des évêques révèle le nom du vainqueur des élections en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Page politique pour commencer ce journal. Après le récent rapport des experts onusiens sur la RDC, pointant du doigt le Burundi de servir de base arrière les groupes armés visant à attaquer le Rwanda, plusieurs réactions commencent à tomber. La dernière en date est le journaliste, écrivain, analyste politique David Gakundi. Selon lui, le gouvernement burundais essaie d'éviter de résoudre le problème qui se pose dans le pays en créant par tous les moyens un conflit avec le Rwanda voisin. Suivez David Gakundi, il a été joint par téléphone. Tout d'abord, ce rapport vient confirmer ce que tout le monde savait, que depuis longtemps, le régime actuel entretient des liens avec des forces négatives rwandaises, soit par idéologie, soit parce qu'aussi il veut déplacer la question du Burundi, la question interne, et la déplacer hors de ses frontières. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est double. D'un côté, le Burundi exporte ses problèmes à l'extérieur, ce qui est assez caractéristique d'ailleurs de tous les régimes populistes. Tous les régimes populistes finissent toujours par provoquer une guerre avec leurs voisins. Dans 80% des cas, c'est vérifié historiquement. Deuxième intérêt, c'est effectivement essayer de faire oublier aux Burundais de l'intérieur que le régime actuel a complètement échoué en termes de changement de leur vie quotidienne. Mais tout cela ressemble à un jeu de gamin, à un jeu de non-professionnels. Vous savez, quand le problème du Burundi a commencé, je pense que la région aurait dû réagir tout de suite. Parce qu'on sait toujours comment commencent les régimes de ce type-là et comment ils finissent. Ils finissent toujours par créer des problèmes au niveau des voisins. Ça, c'est naturel. Je veux dire que c'est dans l'ADN même d'origine de cette nature-là. Et aujourd'hui, le problème a enflé. Et je crois que il faut que la région se rende compte qu'il y a un réel danger de contamination de sa région, que l'instabilité du Burundi devienne en fait un cancer qui se répand sur la région. La coalition de la société civile pour le monitoring électoral au Burundi, COSOM en sigle, estime elle aussi que cette fois-ci, la communauté internationale pourra réagir et trouver la solution à la crise burundaise, car si rien n'est fait, cette crise va envahir toute la région. Suivez Justine Nkurunziza, elle est présidente de cette organisation. Monsieur Pierre Claver Mbonimpa, quand il parlait déjà de Kiliba Andes, quand il parlait des recrutements, des entraînements, des armements, de la distribution d'armes aux Imbonerakure et aussi des Interahamwe et des éléments du FDLR qui étaient présents dans l'équipe de protection, dans l'unité de protection du président et même dans les corps de police, dans les corps de sécurité au Burundi. Si le Burundi est accusé d'armer, d'abriter, de servir d'arrière-plan au FDLR, ça veut dire qu'il y a le Rwanda et les autres groupes. Ça veut dire qu'il y a directement le Rwanda qui va se sentir visé. Et tout le monde a toujours en tête le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Donc ça peut faire penser à un deuxième génocide. Et cette fois-ci, pas seulement au Rwanda et au Burundi. Et avec ça,
il y a peut-être d'autres pays, les autres pays de la sous-région qui pourraient s'aligner derrière soit le Burundi, le Congo, le Rwanda ou l'Ouganda. La Tanzanie, pourquoi pas, peut aussi entrer en jeu. Donc, il y a un désordre régional. On sent un désordre régional à l'horizon. Justine Nkurunziza réagit également aux récentes déclarations des organisations féminines WAP et le Forum des femmes proches du pouvoir CNDD-FDD. Ces organisations ont interpellé le médiateur dans le dialogue interburundais à la neutralité. Elle s'appuyait à la dernière correspondance que le président ougandais Museveni a envoyée à son homologue burundais. Pour Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM, ces organisations viennent appuyer les déclarations de Pierre Nkurunziza. Un jeu qui pourrait être en cours pour contredire les propos de la première dame qui avait affirmé haut et fort que le gouvernement burundais a versé du sang et volé le trésor public. Suivez. Justement, on se demande ce qui se passe au niveau du parti au pouvoir. Parce que la première dame a dit ça, et il y a les deux représentants des deux organisations qui viennent la contredire. Et maintenant, c'est la voix des femmes qu'on met en avant. Alors, ce conflit, cette division au sein du système, ça rime à quoi? Et c'est la question que tout le monde se pose. Et ils viennent, les deux femmes sont venues appuyer les déclarations du président de la République pendant la conférence de presse et même après quand il présentait les vœux au peuple, en contredisant la première dame. Donc on commence à se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont manipulées parce qu'il y a le laboratoire qui produit ces textes et les autres lisent. C'est normal. Et c'est là où je demanderais aux Burundais d'ouvrir les yeux et de suivre de près, à la loupe, ce qui est en train de se passer au Burundi. Même son de cloche pour le collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi. Pour Juliette Nijimbere, présidente de ce collectif, ces organisations féminines devraient assumer leur rôle politique au lieu de se cacher derrière les associations de la société civile. Je vous propose de la suivre. Elle a été jointe par téléphone. Les deux discours vantent la même sécurité sans faille, attestée par la tenue de rencontres internationales, tout en passant sous silence l'insécurité dans laquelle vivent d'autres femmes et mères, loin de leur foyer ou même à l'intérieur du pays. Comme l'a clamé d'ailleurs il y a peu l'épouse du président. Ce ne serait pas étonnant que même au sein de ces associations, de telles femmes existent. Les deux discours, en tout cas, fustigent mêmement le langage peu courtois de Museveni face à Nkurunziza. Que les femmes de ces associations soient des porte-parole du pouvoir de Bujumbura, si c'est cela leur option, c'est leur droit, et même le plus absolu. Seulement, dans ce cas, qu'elles assument réellement leur rôle politique, au lieu de se cacher derrière des associations de la société civile. Même les déclarations des femmes du WAP Burundi et du Forum national des femmes, supposées apolitiques, y sont revenues pour affirmer sans fondement que nulle part au monde, aucun pays n'a négocié avec ces présumés putschistes. Sans devoir revenir au fait que le monde est vaste et sans m'attarder à la réponse pourtant claire des négociations par lesquelles l'Ouganda est passé pour sortir des conflits sanglants, il n'y a qu'à regarder juste ce qui s'est passé au Burundi. Je ne pense pas que les femmes qui soutiennent cette intransigeance étaient trop jeunes en 2000 pour ne pas savoir d'où viennent les accords d'Arusha. Même si cela était, elles ont eu largement le temps de grandir et de s'informer. Et j'aimerais leur poser une simple question. Entre des présumés putschistes et des rebelles qui ont mis le pays à sang et à feu, qui ne sont pas à blâmer ou qui le sont moins, est-ce que ces dames se souviennent que Nkurunziza a été condamné à mort pour avoir posé des mines et tué des populations civiles innocentes? Comment est-il devenu président? Par un coup de baguette magique? Que nenni! Si les accords d'Arusha n'avaient pas eu lieu entre le pouvoir Buyoya et ses opposants, on ignore où seraient aujourd'hui Nkurunziza et les siens. Mais il est vrai qu'avoir une courte mémoire est aussi une tare comme une autre. Au lieu donc d'ignorer la réalité pour mieux caresser le pouvoir dans le sens du poil,
ces dames gagneraient à lui prodiguer des conseils de souplesse et de modération, ou alors à se taire. De toute façon, l'État peut ruer dans ses cordes autant qu'il veut. Fin des fins, il devra négocier ou assumer les conséquences de son intransigeance. Le secret qui était caché est maintenant révélé par Denise Nkurunziza. La CPI ainsi que la communauté internationale devraient approcher la première dame pour qu'elle puisse donner les noms dont elle a parlé comme acteurs des crimes commis au Burundi. Ce sont les propos de révérend pasteur Bosco Kubishatse. Suivez-le. Dieu merci, lui qui l'a poussé de révéler le secret, lui qui l'a poussé de révéler le secret qui était caché. Auparavant, on disait que ce sont des gens de l'opposition considérés comme des malfaiteurs. Pour ça, on demande à la communauté internationale ainsi que la CPI de travailler sur les propos de Denise Nkurunziza, comme elle a avoué qu'il a enregistré même les noms des acteurs de ces crimes afin de les traquer en justice. Au pays de la sous-région, de montrer sa part également dans la recherche de ceux qui ont commis des acteurs de ceux qui ont commis des acteurs de tuerie au Burundi. La Maison Shalom s'est jointe aux enfants du camp de Mahama au Rwanda pour célébrer son 25e anniversaire. C'était également une occasion de partager Noël et le Nouvel An. Madame Marguerite Barangitse, fondatrice de la Maison Shalom, a fait savoir que ce geste va tout droit de la philosophie de la Maison Shalom, celle de répandre la joie et l'amour dans la vie quotidienne. Denis Daïkengroukiye. Au camp de Mahama, l'ambiance était agrémentée par le célèbre tambour burundais. C'était une ambiance de joie. Madame Gorette Moulebgaïre, qui a représenté le Midimar dans son discours pour l'accueil des invités, a dit que Madame Marguerite Barangitse est une mère exemplaire et a remercié vivement la Maison Shalom. Ces cérémonies ont été rehaussées par pas mal de gens, entre autres les réfugiés burundais, les représentants du HCR et les représentants du gouvernement rwandais. Les djits de fruits et les biscuits ont été distribués aux enfants réfugiés burundais de Soka à l'occasion de la fête de Noël et du Nouvel An 2019. Ils ont procédé également à la remise des certificats pour 79 jeunes relayants qui ont terminé leurs études. Parmi ces derniers, 23 en art culinaire, 19 en art plastique et 37 en couture. Ces enfants du camp de Mahama ont effectué des démonstrations sportives de haute volée. Madame Marguerite Barangitse, fondatrice de la Maison Shalom, annonce que c'est un message d'amour comme le faisait Jésus-Christ. Depuis le début de la Maison Shalom, je le répète, c'est pas la maison, ce ne sont pas des infrastructures, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour de Dieu qui s'est fait homme pour dire à l'homme, pour le diviniser. C'est Dieu qui prend la souffrance de l'homme pour que l'homme soit heureux. Nous sommes venus ici pour célébrer la victoire de l'amour sur la haine. Nous sommes venus ici dire que le petit Jésus apporte la paix. La même paix qui a été chantée le jour de Noël par les anges en disant aux bergers, allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire que je suis venu prendre la souffrance de l'homme et le diviniser. Le petit Jésus qui a fui la haine d'Hérode et qui a triomphé de l'amour sur la haine. Et c'est cette célébration. Et c'est cet émerveillement que nous sommes venus apporter à nos frères et sœurs qui souffrent et surtout à ces petits-enfants pour leur dire c'est la source de l'amour, c'est la joie, c'est l'avenir de notre patrie. Bosco Kubishatse, président des réfugiés burundais, salue le travail de la famille Maison Shalom pour sa générosité qu'il ne cesse de témoigner. Nous sommes vraiment heureux pour ce geste de la Maison Shalom, un geste d'amour qu'elle ne cesse de nous montrer dans la vie de tous les jours. Merci à la Maison Shalom qui a pensé à cette idée de venir dans son camp pour
nous montrer son soutien. Ce n'est pas la maison Shalom elle seule, il y en a d'autres. Nous les disons merci et aussi la famille de la maison Shalom a fait beaucoup d'activités au Kando Mahama. C'est une preuve qui nous prouve réellement qu'il s'occupe beaucoup à nos enfants du Kando Mahama. Nous vous rappelons que la maison Shalom a déjà effectué beaucoup d'activités, notamment la construction d'un centre élite se trouvant au camp et il y a une place servant à l'accueil des visiteurs et autres. Merci Denis Ndaïkengroukié, page internationale pour clore ce journal. Le nom du vainqueur des élections en République démocratique du Congo est déjà connu. C'est la révélation de la conférence épiscopale des évêques dit Senko. L'abbé Donatien Scholl, le secrétaire général, affirme que les données en sa possession, issues des procès-verbaux de vote, consacrent le choix d'un candidat président de la République. Du côté du gouvernement, Lambert Mende, ministre de la Communication, seule la CENI est habilitée à annoncer et publier les résultats de vote. Le point avec Thierry Wigrindavsi. En République démocratique du Congo, l'Église catholique, avec plus de 40% de la population en son sein, est l'une des institutions les plus influentes. Avec quelques 41 000 agents déployés dans tout le pays le jour du vote, la mission d'observation de la Senko était de loin la plus nombreuse. Selon l'abbé Donatien Scholl, les irrégularités relevées au cours du processus électoral et le jour du vote n'ont pas pu entamer considérablement le choix que le peuple congolais a clairement exprimé dans les urnes. Cette déclaration intervient alors que la CENI a annoncé des retards dans la compilation des résultats. 4 jours après le scrutin, seuls 20% des résultats environ avaient été compilés, selon son président Corneille Nangaa. L'abbé Donatien Scholl s'interdit de publier tout résultat avant que la CENI ne le fasse. Il n'exclut pas en revanche de contester les résultats officiels s'ils sont différents de ses observations. Il pourrait même publier ces résultats à terme si les évêques le jugent utile. Plusieurs ambassadeurs occidentaux à Kinshasa ont déjà été informés du nom du vainqueur par la Senko. Le groupe de laïcs chrétiens qui avait lancé des manifestations il y a une année a déjà prévenu. Il demande au peuple congolais d'être vigilant. Le gouvernement congolais, lui, a rappelé ce jeudi matin que seule la CENI a cette prérogative de rendre public les résultats des urnes. Lambert Mende, ministre de la Communication, demande à toutes les parties prenantes au processus électoral, autre que la commission électorale indépendante, de s'abstenir de semer la confusion dans les esprits et d'entretenir les controverses infondées susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en blandissant avant la Commission électorale nationale indépendante des résultats de vote fondés sur l'état d'âme ou des points de vue particuliers. Eh bien, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.